Salut, tu souhaites partir au Japon et éviter les mauvaises surprises et le tourisme de masse? Dans cette vidéo chapitrée, je vais te donner mon itinéraire, ce que j'ai pensé des villes, le budget, le transport, la nourriture, les hôtels, l'intégralité des informations nécessaires pour bien réaliser ton voyage. Alors tout d'abord, avant de partir, ce que tu dois faire, c'est t'enregistrer sur Visit Japan Web. Alors en gros, c'est un peu comme l'ESTA pour les touristes. C'est assez simple, hein. Tu vas te connecter sur la plateforme, remplir les données nécessaires. Donc généralement, tu vas avoir voilà, ton hôtel, où tu vas te situer, combien de jours. Et à la fin du process, on va te donner un QR code que tu devras montrer à la douane sur ton téléphone du coup. Et ça va te faire gagner quand même beaucoup de temps. Voilà. Beaucoup de personnes le font pas et du coup se retrouvent debout à la douane en train de remplir un tout petit papier avec toutes les infos, dans le stress, avec toutes les valises. Honnêtement, fais ça, tu vas gagner quand même beaucoup de temps à ton arrivée. Alors notre itinéraire, nous on est parti du coup 18 jours, donc quasiment 3 semaines au Japon. L'idée était de se faire en fait une boucle qui part de Tokyo et qui du coup revient sur Tokyo pour voir du coup de la ville et aussi de la campagne. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est arrivé à Tokyo, ensuite on a pris un train direction Nagoya, puis on est remonté du coup à Takayama, donc dans la préfecture de Gifu, là où c'est un peu la campagne japonaise. Là-bas du coup on a loué une voiture pour se faire un peu tous les alentours, puis ensuite on est allé à Kanazawa et on est redescendu en train à Kyoto, Osaka, puis on est rentré sur Tokyo sur la fin du séjour. Alors ce qu'on a fait du coup en arrivant à Tokyo, donc nous on est resté 4 jours au début, puis 3 jours à la fin, dont un jour à Kamakura. L'idée était de se faire en fait au tout début les grands quartiers et du coup à la fin, voilà, se faire un peu les petits coins un peu cachés et profiter de nos derniers jours et aussi faire tous les achats qu'on avait déjà au préalablement vus pour éviter de surcharger donc nos valises pendant notre voyage. Donc Tokyo, ce qu'on en a pensé, alors beaucoup de diront ouais ok c'est de la ville, c'est pas le Japon, mais honnêtement Tokyo c'est immense, hein. Il n'y a pas juste 4 grands quartiers, il y a 13 voies de métro, 300 stations, et honnêtement tu vas au nord, à l'ouest ou à l'est, tu vas trouver des trucs incroyables et pas du tout touristiques. Donc ça c'est le gros avantage de cette ville, c'est que tu peux avoir des endroits très touristiques comme très calmes et des endroits voilà, avec les étrangers, des locaux et des temples aussi perdus sans personne. Je peux te donner un exemple comme Gotokuji Temple qui se situe du coup à 30 minutes de la gare de Shibuya. C'est un temple complètement perdu d'une petite ville, enfin d'un petit village. Et c'est le lieu où est né Maneki Neko, donc le chat qui lève la main en te saluant. Donc ça c'est un endroit qui est vraiment magnifique, c'est perdu, il n'y a personne, on était 5-6 dedans. En fin de journée c'est vraiment incroyable, et pourtant c'est pas du tout loin, tu prends le métro, c'est vite fait. Ensuite, transfert sur les métros, alors la ville elle est excellente, hein. Vraiment tu as énormément de métros, énormément de trains, tu te déplaces super facilement, ça coûte pas extrêmement cher et tout est très bien indiqué. Donc voilà, il y avait beaucoup de personnes qui disaient attention vous allez vous perdre, c'est immense et tout. Honnêtement, tout est écrit en anglais ou japonais, mais l'anglais c'est nickel. Tu te retrouves super bien, Google Maps marche extrêmement bien et tout est à l'heure, tout est parfait. Donc il n'y a aucun problème avec ça. Le soir, faut pas hésiter à sortir de la ville. Alors nous, au début, on n'a pas trop fait, mais au bout d'un moment, on s'est dit, vas-y, on teste. Et quand tu t'excentres un petit peu des grands quartiers, tu découvres voilà, des ruelles complètement perdues, avec des petits lampadaires, des touristes, ou même personne. Et étant donné que le Japon est super safe, bah, l'avantage c'est que tu crains rien, en fait, si tu sors. Et en plus, tu as des temples qui restent ouverts la nuit. Et du coup, avec les torii, les lampes, les lanternes, tout ça, l'ambiance est vraiment incroyable. C'est super mystique, c'est vraiment, vraiment cool à tester. Et pour finir, le point un peu bizarre, c'est qu'il y a énormément de toilettes publiques. Honnêtement, ça c'est excellent parce que du coup, quand tu pars dans des périodes comme mai où il commence à faire chaud, tu ne veux pas te déshydrater, alors tu bois beaucoup. Et le fait qu'il y ait des toilettes dans toutes les stations de métro, dans tous les centres commerciaux, qui sont propres, accessibles et pas payants, bah honnêtement, c'est quand même super. Ça t'enlève une charge mentale énorme et au moins tu te balades dans la ville sans jamais avoir de problème.
Ensuite, Takayama dans la préfecture de Gifu. Alors ça, c'est vraiment notre coup de cœur du voyage. La campagne japonaise, elle est très différente de la campagne en France. Là-bas, tout est super authentique, c'est magnifique. Il y a des temples perdus, vides de touristes. Les ruelles, elles sont vraiment, vraiment propres. Tout est vraiment incroyable, hein, honnêtement. Et il y a beaucoup aussi de boutiques centenaires. Là-bas, on a acheté du saké d'une boutique qui avait 450 ans. On a acheté du miso d'une autre qui en avait 250. Et ça, vraiment, c'est incroyable. Ensuite, sur place, nous, on a loué une voiture. Donc, à Takayama, proche de la gare, il y a Toyota Rent-A-Car. Là-bas, du coup, on a loué notre voiture pour faire un petit peu notre séjour. Donc, bien avantageux, étant donné que, du coup, tu es en campagne et il n'y a pas de transport. L'avantage, c'est que la voiture va te permettre d'aller dans tous les endroits un petit peu reculés et cachés. Et ça, c'est vraiment cool parce que du coup, tu te retrouves dans des lieux qui sont vraiment mystiques au milieu de la forêt, tout seul, sans personne. Et voilà, tu peux apprécier l'endroit pour toi tout seul. Et ça, c'est vraiment incroyable. Ensuite, là-bas, tu as les repas un peu locaux. Donc, notamment à Takayama, où tu as le bœuf de Ida qui est cuit sur une feuille de magnolia, je crois, et avec de la pâte miso. Donc tu peux te faire des repas dans des izadaya qui sont vraiment des repas de seigneur pour 20 à 25 euros pour deux personnes. Et là honnêtement c'est incroyable parce que tu es assis à la locale, tu manges des plats locaux, pas très chers, et tu es dans un cadre qui est vraiment magnifique. Et ensuite, bah, du coup, vu que tu es en campagne, tu as pas mal de ryokan dans les montagnes. Et du coup, nous, le soir, on avait notre ryokan. Donc, on y était allé en voiture et ça nous a permis de gagner en temps, en mobilité. Et en plus de ça, avec les valises, c'était quand même un peu délicat. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ensuite, le ryokan, bah, le ryokan, c'est incroyable, hein. C'est les auberges japonaises traditionnelles. Et tu dors sur des tatamis, enfin sur un futon qui est sur un tatami. Tu as des onsen donc avec de l'eau volcanique. Et ça, honnêtement, c'est vraiment magnifique. Takayama, je recommande 1000 fois. Ensuite, Kanazawa. Alors, Kanazawa, c'est la ville en gros des samouraïs. Alors là-bas, on a passé 3 jours finalement, c'était quand même assez suffisant. Le seul regret qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas de voiture. La ville, il n'y a pas vraiment de transport, mis à part des bus. Et honnêtement, tu fais beaucoup de choses à pied, mais tu te fatigues assez rapidement. Tu as le quartier des samouraïs, tu peux même visiter une maison. Tu as le marché de poissons couvert dans lequel tu peux aussi manger des sushis. C'est ce qu'on a fait et ils étaient extrêmement bons. Et ensuite, tu peux aussi visiter voilà, le quartier des geishas, le château de Kanazawa avec son parc Kenroku-en. Il est immense, tu as 8200 arbres, tu as 160 variétés d'arbustes. Et honnêtement, il y a de l'eau de partout, c'est super paisible, l'ambiance est vraiment incroyable. Tu peux facilement te balader quelques heures, te poser, manger une glace et apprécier vraiment le moment. Ensuite, Kyoto. Nous, on est parti du coup 3 jours sur place et honnêtement, c'est quand même une bonne déception. Alors, tout le monde te le vend, voilà, c'est le lieu incroyable, c'est magnifique, c'est tout rose. Mais sur place, heureusement qu'on avait un pote qui nous a rejoint les 2 derniers jours, qui était japonais et qui avait une voiture parce qu'honnêtement, ça aurait vraiment pas été agréable. Alors, la ville, elle est immense, hein. Honnêtement, nous, on était choqués, ça fait 8 fois la taille de Paris, c'est genre 830 km de superficie, ok? Et dedans, tu as 2 voies de métro et genre une voie de train. Et honnêtement, tout le reste se fait en bus et c'est une vraie galère parce que le bus, il est ultra chargé, ok? Tu as énormément d'arrêts, donc pour traverser la ville, tu mets 1 heure. Et en gros, dans chacun des arrêts, suivant où tu te situes, bah, tu as la queue. Donc là, tu as 50, 70 personnes qui attendent pour prendre le bus. Donc en fait, pour te déplacer d'un point A à un point B, tu vas mettre littéralement 1 heure, 1 h 10. Ensuite, il n'y a que du cash, mais genre vraiment que du cash. Nous, on s'est retrouvé beaucoup de fois où on n'avait plus de cash et on ne pouvait plus rien faire. Il fallait repartir en arrière, prendre un taxi, aller dans un 7-Eleven pour retirer à nouveau du cash. Donc si tu y vas, conseil, prends au moins 300 euros de cash parce que bah, déjà ils prennent que ça, c'est très très cher. Et après, en fait, tu vas être en galère. Et étant donné que tu vas mettre 1 heure, 1 heure et demie à aller à ton spot, et ben, tu vas être déçu, quoi. Et pour te dire, tu peux pas réserver. C'est-à-dire que nous, on allait dans des endroits où il fallait réserver pour le soir. En fait, il fallait que tu viennes le matin même pour faire la queue pour réserver le soir. Moi, j'ai un pote qui était sur place. Du coup, il s'est levé à 8 heures pour aller réserver. Sur place, il a attendu encore 30 minutes pour pouvoir réserver un restaurant pour le soir à 5h30.
Vraiment, c'est une misère. On s'est dit, mais laisse tomber, on se casse d'ici. Donc là, vraiment, ça, c'est un gros échec. Ensuite, tu as tous les endroits qui sont partagés voilà, euh, par Insta, TikTok, bah, vraiment les vidéos un peu mainstream. Alors ça, c'est éclataxe. Ok, c'est touristique, c'est pas super bon et il n'y a pas énormément de monde. C'est juste que ça vend bien sur les réseaux. Mais moi, si je peux te recommander, limite, va sur des blogs. Je peux t'en recommander un qui est Ichiban Japan, où là, tu auras vraiment des adresses authentiques, japonaises, et avec très peu de touristes. Alors franchement, si c'était à refaire, on partirait même pas dans le centre-ville. On irait directement en campagne, parce que finalement, en fait, certes, il y a des choses qui sont magnifiques à voir, qui ont 1000, 1500 ans, mais le problème, c'est que c'est tellement touristique, tellement connu, que ça perd clairement de son charme. Et tu vas t'épuiser, ça va te saouler. Et clairement, nous, heureusement qu'il y avait notre pote sur place parce que ça nous aurait vraiment gavé. Ensuite, tu vas me dire, ouais, il y a des endroits qui ont 1000 ans, c'est incroyable. Mais tu sais, des endroits à travers le Japon qui ont 300, 600, 900 ans, tu en as une quantité astronomique. Et quand tu passes en campagne, tu as des temples, des temples shinto-bouddhistes qui ont 300, 400 ans. Et honnêtement, tu es tout seul pour les apprécier. Et c'est nettement mieux que aller être confronté dans le centre-ville de Kyoto où c'est un bordel pas possible. Ensuite, la dernière dinguerie à laquelle on a été confronté, c'est un endroit qui s'appelle Hirobun Kibune. Et en gros, c'est un lieu magnifique qui se situe au nord de Kyoto, qui est en gros dans la montagne, c'est une rivière. Et en fait, le long de la rivière, tu as plein de restaurants et tu peux manger en gros au-dessus de l'eau. L'endroit est incroyable, mais en fait, pour t'y rendre, bah, c'est une vraie galère. Nous, heureusement qu'on était en voiture, mais on a vu pas mal de vidéos où les gens en faisaient la promotion comme quoi l'endroit était magnifique, c'était trop cool, etc. Mais en fait, pour y aller, c'est une vraie misère. Et ils te vendent ça de manière très simple, très soft. Sauf qu'en fait, tu dois partir de la gare. Donc déjà, tu dois te rendre à la gare de Kyoto, ok? Donc là, ça dépend où tu te situes. Il faut que tu prennes encore le bus ou tu y vas à pied. Une fois que tu es à la gare, tu prends un train. Le train, il va jusqu'à dans le nord. Là, tu as une vingtaine d'arrêts. Et en fait, le dernier stop, il est en bas de la montagne. Et du coup, quand tu arrives en bas de la montagne, tu as 30-35 minutes de marche pour aller jusqu'en haut. Donc, tu as un dénivelé de 200 mètres. Sauf que le problème, c'est que quand il fait 30 degrés et que tu as 200 mètres, 30 minutes de marche au milieu de la route, bah, honnêtement, c'est pas du tout agréable. Ok. Nous, on en a croisé qui montaient à pied depuis la dernière station de train. Honnêtement, ils étaient tous en PLS. Et puis, quand tu arrives en haut, tu attends 1h, 1h20 pour manger ton resto. Tu vois, ça saoule, hein. Ensuite, Osaka. Alors, Osaka, nous, on est resté 2 jours là-bas. Donc, honnêtement, on a un peu mitigé. Je sais pas si je pourrais te le recommander. Osaka, ça a la réputation d'être la ville, en gros, la plus sale du Japon. Et honnêtement, nous, quand on est passé, ok, la street food, c'est super bon, mais ça reste quand même assez sale. Et tout le long des côtes, voilà, dans les ruelles un petit peu famous, voilà, tout est un peu sale. Et quand tu voyages à travers le Japon, tu te dis, ok, c'est un peu le cas. Ensuite, tu as le quartier un peu thug de Osaka avec la partie friperie. Et là, voilà, tout le monde le vend en mode, ouais, c'est magnifique. Honnêtement, tu as des endroits de deuxième, troisième, quatrième main. Des fois, ok, il y a des sapes qui sont cool à acheter, mais sinon, je sais pas si c'est vraiment le lieu incroyable. Nous, on y allait, on a passé 2 heures de temps là-bas. Bon, c'est un peu ghetto, c'est un peu les thugs japonais, mais voilà, ça reste classique. Et très souvent, tu as des sapes en fait que je pense t'achètes sur des coups de tête. Et c'est des trucs que tu mettras assez rarement finalement. Je pense que ça reste quand même un endroit à visiter parce que ça reste super. Voilà, c'est authentique, c'est cool. Et notamment la partie street food qui est cool à faire. Après, tu as d'autres marchés un petit peu fermés. Donc, moi, je pense que je te recommanderais quand même d'y passer, c'est sympa. Mais voilà, ne t'attarde pas dans cette ville. Je pense que 3 jours, ça reste suffisant. Et voilà, d'autant plus que c'est quand même assez grand. Mais tu as pas mal de métro, donc tu peux faire un petit peu les alentours facilement sur 3 jours. Et c'est très bien. Ensuite, la dernière ville, c'est Kamakura. Donc nous, du coup, sur les 3 derniers jours, on était sur Tokyo et on en a passé un à Kamakura. C'est une ville côtière au sud du Japon. C'est super facile d'accès, ça te coûte à peu près 10 euros. Tu as 40 minutes de métro. Et voilà, tu descends, tu as des temples, des petits trains sympas, des petites rames. Voilà, t'as la côte, tu peux aller sur la plage. Si t'as beau temps, t'as la vue sur le mont Fuji. Et honnêtement, c'est un endroit qui est super magnifique et je te recommande vraiment de le faire.
conseil pratique, budget, argent. Donc, pour faire simple, le budget et l'argent, bah, déjà, tout dépend en fait où tu vas partir, les villes dans lesquelles tu vas aller, parce que du coup, les prix varient énormément. Si tu fais du centre-ville ou si tu fais de la campagne, c'est le jour et la nuit. Et du coup, nous, on en a eu pour à peu près 7 500 € tout compris. Donc 1 700 € d'avion, 2 200 € d'hôtel. Et ensuite, on a eu du coup de la voiture et à peu près 1 700 € sur place. Donc nous, on s'est quand même fait plaisir, on a acheté pas mal de choses. Et voilà, on s'est pas restreint sur les glaces, les gourmandises, les goûters et tout. Le but était quand même de tester pas mal de choses. Mais voilà, ça coûte quand même relativement cher. Ensuite, ce qu'il te faut, c'est du coup pas mal de cash. Donc après, ça va dépendre où tu vas aller, mais je te recommande vraiment d'avoir au minimum 300 € de cash sur toi. De toute façon, tu vas pas te faire racketter. Et l'avantage, c'est que du coup, tu auras toujours de quoi payer. Parce que des fois, nous, on s'est retrouvés dans des endroits, dans des restaurants, où finalement, on en avait non pas pour 30 € mais pour 50 €. Et du coup, on n'avait pas de cash. Et du coup, moi, je devais vite aller chercher un 7-Eleven du cash pour pouvoir payer le restaurant. Donc ça, c'est vraiment des fois un peu galère. Et je te recommande vraiment de garder beaucoup, quitte du coup à la fin de ton voyage de tout dépenser en cash. Et comme ça, tu n'auras pas de galère. Ensuite, la carte, du coup, moi j'ai une Gold Card avec le Crédit Agricole en France et j'utilise aussi Revolut. Là-bas, j'ai uniquement payé avec Revolut. Du coup, j'ai l'abonnement Métal, je crois, ou Platinum, un truc comme ça de Revolut. Et du coup, tu as le transfert automatique. Honnêtement, j'ai tout payé avec, voiture, hôtel, toutes les dépenses, les 7-Eleven, les retraits d'argent. J'ai pas eu une seule galère. Ensuite, la eSIM. Alors moi, la eSIM, je l'ai pris sur Revolut directement. C'est un peu le même prix partout. Bon, après sur Revolut, tu as certaines applications comme par exemple TikTok qui est bloqué au Japon ou alors ChatGPT. Et si vraiment tu veux l'utiliser, bah, en fait avec les abonnements, par exemple Premium ou Metal, tu as un NordVPN inclus et ça te permet de te connecter en France en étant au Japon et du coup tu accèdes à toutes ces plateformes-là très facilement. Ensuite, tu as la carte Suica. Alors la carte Suica, c'est en fait une carte pour le transport, mais aussi une carte de crédit dans laquelle voilà, tu peux acheter au 7-Eleven et tout. Et tu la charges directement depuis ton compte bancaire français. Et c'est super pratique. Alors, tu n'as pas besoin d'aller la récupérer dans un distributeur. Tu peux l'avoir directement dans le téléphone, dans Wallet. Alors, en fait, tu cliques sur la petite flèche ici. Et du coup, là, tu auras beaucoup de cartes de disponibles. Et en fait, ta carte Suica, eh ben, c'est ça. Et en fait, dedans, tu peux avoir l'intégralité de tes dépenses et tu recharges ça très très facilement. Et tu peux tout payer avec. Donc ça, c'est super pratique. Métro, train, tes repas. Donc si jamais tu as une galère avec ta carte bancaire, sache que tu peux utiliser ça. Donc tu te fais un virement et ensuite tu payes tout. Ensuite, transport. Alors transport, JR Pass ou pas. Alors ça va dépendre le nombre de jours où tu pars. Le JR Pass en fait c'est 7 jours, 14 jours, 21 jours. Et en fait ça va dépendre aussi du type d'abonnement que tu prends. Donc classe 1, classe 2. Et du coup là tu auras tes tarifs. Nous on est parti du coup 18 jours. Donc on était un petit peu dans la tranche 14 et 21. Et en fait ça va aussi dépendre du nombre de trajets que tu vas faire en train. Si ça vaut le coup ou pas. Nous, par exemple, pour faire toute la boucle, on a eu à peu près pour 350 € de train. Alors là-bas, les trains, tu peux les récupérer, enfin, tu peux les prendre sur place, t'as aucune galère, t'as pas besoin d'acheter tes tickets 2 semaines à l'avance. Et du coup, 350 € pour 426. Donc en fait, ça va dépendre voilà, du nombre de trajets que tu fais. Fais le calcul, mais généralement, ça reste très très coûteux par rapport au trajet que tu vas faire. Ensuite, là-bas, on a loué du coup une voiture. Donc, tu as deux grandes compagnies, c'est Toyota Rent-A-Car et Nissan. Alors, l'avantage de Toyota, c'est qu'en fait, tu peux louer une voiture pour faire d'une ville à une autre et du coup la rendre là-bas sur place. Bon, ça reste quand même coûteux, mais en tout cas, si tu veux voilà, te faire un petit road trip tout le long du Japon, tu peux utiliser Toyota très très facilement. Alors, tout d'abord, tu vas devoir traduire ton permis sur le site de la JAF parce que du coup, tu es international et tu dois avoir en fait ton permis traduit en japonais pour pouvoir louer une voiture. Si tu l'as pas, tu pourras pas la louer sur place. Donc tu vas sur le site de la JAF, tu te connectes, tu rentres tes données, tu mets ton permis en PDF, ça te coûte un peu plus d'une vingtaine d'euros et tu reçois la réponse dans les 20-30 minutes et que tu donneras du coup à la société de location de voiture et là tu n'auras aucune galère. Ensuite, autre chose super cool, c'est qu'en gros tu as un service qui s'appelle Yamato Transport. Donc dans tes hôtels ou les ryokan,
tu peux demander à faire livrer en fait tes valises dans ta prochaine destination. Donc nous, on l'a fait pour chacune de nos destinations, donc 2 grosses valises. Ça coûte à peu près une trentaine d'euros en moyenne, voilà pour les envoyer. Et en fait, ce qui est cool, c'est que tu gagnes en temps, en effort. Et dans certaines stations de métro, du coup, tu n'as pas d'escalator, pas d'ascenseur. Tu dois monter un paquet de marches avec des valises qui font 20-30 kilos. Donc honnêtement, ça t'enlève un stress et c'est vraiment cool parce que du coup, quand tu arrives sur place, bah, tu as tes valises qui sont déjà là. Généralement, tu dois les envoyer un jour avant. Donc tu te gardes une petite valise avec toi et tout le reste, tu l'envoies. Et ça, c'est vraiment incroyable. Ensuite, les logements. Alors, tu peux prendre des Airbnb, des hôtels, des ryokan. Alors, Airbnb, attention, je ne sais pas trop si c'est vraiment recommandé. Il y en a quelques-uns, mais il y a quand même pas mal de problèmes. Alors, il y a déjà la langue, les codes d'accès. Si tu as un problème, comment tu fais? Là-bas, ils parlent quasi pas l'anglais. Ensuite, le problème, par exemple, à Tokyo, c'est que tout est très petit et tout coûte très cher. Donc, tu vas avoir généralement des chambres partagées, des appartements partagés. Donc ça, voilà, c'est un peu galère. Et après, par exemple, les hôtels sont déjà très petits. Les chambres, elles font entre voilà, 11 et 16 mètres carrés en moyenne. Donc honnêtement, quand tu voyages et que tu as 2 valises, bah déjà, les hôtels, ça reste très petit. Donc les Airbnb, il faut bien faire attention à ça parce que tu peux avoir des petites surprises. Alors nous, les hôtels et ryokan, du coup, on a tout réservé sur le site Booking. Tu as un autre site qui s'appelle Agoda, qui est en gros le concurrent asiatique de Booking. Et du coup, nous, on a dormi au sud de Tokyo et à Asakusa. Honnêtement, je te décommande quand même Tokyo, enfin dans Tokyo, Shibuya, Shinjuku. Voilà, va plus vers Asakusa, Harajuku, qui est un peu excentré, avec beaucoup de stations de métro et beaucoup plus calme. Et ça sera nickel. Et ensuite, si tu veux vraiment dormir pour pas très cher, bah, tu sais, t'as les capsules hôtels, les mangas cafés. Et là, tu peux partir un peu en mode freestyle dans ces lieux-là et ça te coûte une quinzaine d'euros la nuit. Mais voilà, après, tu auras le confort qui ira avec, hein, généralement. Ensuite, les ryokan, vraiment c'est incroyable, mais des fois ça reste quand même très cher, hein. Je te recommande d'en faire au moins un, deux dans ton voyage. C'est en gros une auberge japonaise traditionnelle, donc tu vas dormir dans un futon sur des tatamis et généralement tu auras du coup des onsen. Moi je te recommande de prendre avec des onsen directement dans ton appartement, dans ta chambre. Nous on en avait un intérieur-extérieur et aussi un privatif qui était sur le toit. Honnêtement, c'est incroyable, hein. Vraiment, c'est de l'eau chaude volcanique et c'est vraiment trop stylé. Je te recommande d'arriver assez tôt, hein, aux alentours de 4h30, 5h, parce que du coup, il faut que tu aies le temps de profiter un petit peu des bains, des onsen, avant d'aller manger. Parce qu'en gros, le dîner, il dure à peu près 2 heures. Tu as énormément de plats, c'est assez long. Nous, on est arrivé à 19h, on est sorti, il était quasiment 21h passées. Et ensuite, donc, on avait réservé du coup le onsen sur le toit. Et ça, c'est vraiment stylé parce que du coup, on l'avait juste pour nous deux. Et c'est vraiment sympa. Généralement, les onsen, en fait, ils sont séparés. Et en plus de ça, tu es tout nu. Donc, l'avantage d'avoir un privatif, c'est du coup, au moins, tu l'as ou pour ta famille ou pour toi, seul, sans personne. Et au moins, tu es tranquille. Ensuite, la nourriture. Alors, on voit pas mal de personnes partir et manger dans des combini. Mais honnêtement, les combini, ça reste très cher. C'est pas super bon. C'est un peu du last minute. Bah, c'est vraiment le truc vite fait. Alors qu'en fait, tu as des restaurants qui coûtent pas cher du tout. Tu vas, un ramen, c'est 7-10 euros. Tu vas dans des izakaya, des izadaya, où là non plus, c'est pas super cher. Tu peux manger vite fait. Tu as des chaînes de sushi qui sont des Kaiten Sushi, où là aussi, tu peux manger pour une dizaine d'euros beaucoup de choses et c'est très bon. Tu as aussi des yakiniku qui sont des barbecues japonais de viande, où là non plus, c'est pas super cher et tu manges généralement très bien. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire et faut pas juste se focus sur les combini. Bon, même si c'est sympa, les 7-Eleven, les Lawson, tout ça, honnêtement, c'est vraiment pas fou. Ensuite, la culture, comportement, langue, tout ça. Alors pour commencer, d'abord, là-bas, il y a beaucoup de choses qui sont traduites en anglais, donc japonais et anglais. Par contre, ils ne le comprennent pas vraiment. Nous, on a eu pas mal de choses, pas mal de petits problèmes où il fallait essayer de se faire comprendre. Alors, tu utilises Google Translate, mais même Google Translate, ils ne le comprennent pas les masses, étant donné qu'il y a énormément de façons de parler et d'écrire.
Euh, il traduit pas souvent ce que tu lui demandes et ils ne comprennent pas non plus très très bien. Alors, tu vas pouvoir t'en sortir étant donné que tu n'as pas énormément de contact avec des locaux. Et dans les restaurants, tu vas toujours choisir des choses qui sont déjà au préalablement écrites et eux, ils savent ce que c'est. Mais si tu as un souci et que tu dois parler avec un japonais, c'est quand même assez galère. Après, dans les hôtels, généralement, ils parlent l'anglais ou eux, ils ont des traducteurs automatiques. Donc ça, c'est quand même assez cool. Mais voilà, tu as toujours ce petit problème de la langue qui reste quand même très présent. Le Japon, c'est bien connu pour être calme, silencieux, respectueux, propre, tout ça. Donc évite de faire comme les Chinois. Alors je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, hein, mais honnêtement là-bas, les Chinois, c'est un carnage, hein. Ils arrivent dans des bus où il y a 50 personnes. Et là, les gars, il y a un choc culturel pas possible. T'as un mec, il est là avec son drapeau, une oreillette, ça parle fort, ça rote, ça pète, ça éternue la bouche ouverte, ça tousse. Tu choisis des trucs. Moi, ma copine, elle était dans un magasin, elle prend un t-shirt, la femme, elle lui passe devant. Tu prends une photo, il se met devant toi. Enfin, c'est vraiment un carnage. Évite voilà, de te faire remarquer pour que les gens pensent du mal de toi ou de notre pays, parce que ça, c'est vraiment dur. Moi, j'étais super chaud d'aller en Chine. Honnêtement, quand j'ai vu les Chinois là-bas, comment ils se comportaient, je me suis dit, ouais, bon, ok, subir ça pendant 2 3 semaines, ça va vite me saouler, quoi. Ensuite, saison et climat. Alors nous, on est parti au mois de mai. On devait avoir entre 15, 20, 25 degrés, un peu comme en France le printemps. Sauf que là-bas, du coup, on a eu que des 30 degrés ultra humides tous les jours. Donc c'était assez compliqué. Néanmoins, je te recommande quand même de partir sur le mois d'avril ou le mois de mai. Ou alors, par exemple, octobre. Où du coup, tu auras un peu les couleurs automnales qui arriveront. Et là, ça doit être vraiment magnifique. Par contre, du coup, évite la dernière semaine d'avril et début mai, où ils ont la Golden Week, qui est le moment le plus prisé, touristique et cher de l'année dans tout le Japon. Donc là, c'est vraiment à éviter. Ensuite, tu as juin avec la saison des pluies, juillet et août, où là, tu auras pluie, humidité et typhon. Donc le reste du temps, tu peux partir. Si je devais refaire mon voyage au Japon avec le recul que j'ai aujourd'hui, alors j'aurais inclus bien plus de campagnes que de villes, tout simplement parce que du coup c'est moins cher, c'est plus authentique, plus japonais, bien moins touristique et il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des onsen, des temples perdus, des boutiques centenaires à visiter et c'est bien plus des vacances finalement que d'être confronté au centre-ville, au tourisme et à la mondialisation. Pour conclure, on a vraiment beaucoup aimé notre voyage au Japon et on y retournera les yeux fermés. Et n'oubliez pas, c'est de sortir des grandes villes pour profiter pleinement de la vie japonaise. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire et je te répondrai avec plaisir. Et sur ce, à la prochaine.